Le lounge de l'entrepreneur. Épisode numéro 19. Si tu veux vraiment être entrepreneur, c'est que t'aimes faire des semaines de 80 heures, t'aimes le stress, t'aimes les problèmes à tous les jours, puis t'as un plaisir à les régler. Bienvenue à tous à un nouvel épisode du lounge de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui, comme invité, j'ai le plaisir de recevoir Julien Brault. Julien est le cofondateur de la compagnie Art Bacon, une application mobile qui se connecte aux comptes d'investissement des gens, analyse leur portefeuille et leur donne l'information et les outils nécessaires afin d'investir en bourse de façon intelligente. L'idée de lancer cette application a commencé à germer alors qu'il était journaliste économique du journal Les Affaires et investisseur autonome, car les plateformes de courtage disponibles ne lui donnaient aucune information afin de l'aider à choisir ses placements. Salut Julien, ça va bien? Ça va très bien? Oui, merci beaucoup de participer au podcast, c'est très apprécié. Tu nous parles un peu de toi, ce que tu fais dans la vie, tes passe-temps? Ok, mon nom c'est Julien Brault. Je suis cofondateur d'une compagnie qui s'appelle Art Bacon. Okay. Art Bacon, je vais donner le pitch ultra court. C'est une application mobile qui se connecte aux comptes d'investissement des gens, qui analyse leur portefeuille, puis qui leur donne toutes les informations, puis les outils dont ils ont besoin pour investir en bourse de manière intelligente. Okay. Et mes passe-temps, je travaille pas mal tout le temps. Je sais pas qu'est-ce que je fais, tu sais, j'habite juste à côté, puis je viens au bureau le matin, puis je repars le soir. 7 jours sur 7. J'ai été au musée hier. Ok, cool. J'aime, mais c'est sûr que j'ai beaucoup moins de temps pour les passe-temps ces temps-ci. C'est quelle musique t'as été voir, pour le fun? C'était l'exposition de Calder au musée des Beaux-Arts. Ok, je connais pas. Je suis vraiment zéro calé là-dedans. Non, c'est un artiste, c'est des sculptures puis des installations. C'est toujours intéressant tu sais, je pense que les artistes sont des gens qui utilisent différents moyens pour communiquer, pour tu sais, communiquer sur un message ou des émotions. Puis je trouve les entrepreneurs aussi sont un peu des artistes parce qu'ils veulent, tu sais, ils veulent faire des affaires, mais ils copient pas un modèle, tu sais. Puis je trouve ça inspirant puis amusant tu sais, d'aller voir que ce soit dans des musées ou voir des expos d'art, moi, ça m'intéresse. C'est drôle, justement, parce que je voulais commencer à en checker plus, mais tu sais, sans avoir d'intérêt, tu sais, soit pour investissement, parce que je sais que t'as fait un post là-dessus, mais ça, dernièrement, tu sais, s'il y avait d'investissement en or, je sais pas. Oui, mais on avait fait une entrevue avec la directrice du musée des Beaux-Arts, justement. Puis, justement, elle trouvait, elle, ça l'intéressait. En fait, j'étais vraiment étonné à quel point toute la valorisation des œuvres d'art, ça l'intéressait pas. Et elle, c'était vraiment dans une logique d'accessibilité de l'art. Donc, mais c'était intéressant quand même de la confronter avec toutes mes questions précises sur des chiffres. Puis c'est vrai que selon moi, l'argent est un fil conducteur d'à peu près tout ce qui se passe dans une société, mais il y a pas juste l'argent dans la vie. Puis effectivement, tu vois, pour un musée par exemple, c'est la valeur de la collection est beaucoup moins importante, tu sais, en termes pour eux l'important c'est comment c'est le budget de fonctionnement puis comment on rend accessible ça, puis c'est la conservation plus que combien ça vaut. C'est ça, ok. C'est pas pire. Puis justement, toi, t'as un podcast qui s'appelle Open Wallet. Tu nous en parlais un peu de ça? Ouais, mais en fait, l'idée, tu sais, Open Wallet, c'était que je trouve que c'est le plus gros tabou, en tout cas, dans la société québécoise, puis probablement, je pense que c'est encore un plus gros tabou au Québec qu'ailleurs, mais ça reste un tabou pratiquement universel. Les gens ont peur de parler d'argent. Puis surtout en 2019, de plus en plus, là, tu sais, le tabou, là, le sexe, les gens vont en parler à la télé, là, puis c'est plus vraiment un tabou. Mais jamais j'entendais, puis tu sais, des fois t'écoutes la télé, puis tu vois une entrevue, puis tu poses toutes les questions, mais moi je me pose toujours la question, mais combien tu as fait d'argent, t'as une carrière, mais t'as fait, moi c'est quelque chose qui m'intéresse, tu sais, quand je regarde sur IMDb, j'aime ça voir combien l'acteur a été payé. Donc je me suis fait plaisir avec Open Wallet. C'est du marketing pour notre compagnie, pour amener les gens à s'intéresser à leur portefeuille, tu sais, Open Wallet, mais c'était aussi de me faire plaisir puis d'interviewer du monde que je trouvais cool.
puis de leur poser des questions, tu sais, comment t'as financé tes études à Harvard, combien ça t'a coûté, combien ta maison vaut, combien tu gagnes par année, combien tu sais, où est-ce que tu investis ton argent. Puis étonnamment, au début, j'en ai parlé avec l'équipe, puis ils disaient, ben les gens vont jamais répondre. Puis au début, je me sentais même mal de poser ces questions-là en disant que la personne était assez gentille pour venir à mon émission, puis là, je la mets dans un coin avec des questions hyper personnelles. Mais pourtant, c'est pas si personnel que ça, c'est juste de l'argent, mais c'est quand même notre culture. Puis à force de le faire, ben là, ça devient de plus en plus facile parce que quand j'essaie de convaincre la personne, tu sais, j'ai comme une liste de ben Jean-Marc Léger l'a fait, tu sais, Serge Beauchemin l'a fait. Fait que tu sais, Georges Larac, fait que tu sais, là, ça, si tous ces gens-là l'ont fait, ils sont peut-être pas si fous, puis ça a du sens de venir à notre émission, fait que je m'amuse avec ça. Ouais, moi je trouve que le concept est vraiment le fun. Ah, merci. Puis tu veux-tu nous parler justement de Art Bacon, comment est venue l'idée, ça fait combien de temps que vous êtes en service, que la compagnie existe? La compagnie est incorporée je pense que c'était, écoute, le temps passe tellement vite. C'était en 2017, en octobre 2017, je pense. Mais le projet avait commencé un peu avant qu'on l'incorpore, là. On a lancé l'application, justement, je pense début 2018. Puis l'idée était venue que moi, tu sais, j'étais journaliste économique au journal Les Affaires. Puis j'étais aussi un investisseur autonome, tu sais, que gérais mes propres placements. Puis tu sais, à très petite échelle, là, je suis pas riche non plus. Puis j'ai fait des erreurs comme tout le monde, tu sais, même si je m'intéressais au marché et tout. Puis même moi j'avais l'accès à de l'information financière, tu sais, difficile à avoir via ce qu'on appelle un terminal Bloomberg, qui est une espèce d'outil qui coûte genre 25 000 $ par année pour avoir, mais c'est au bureau. C'est ça, au bureau vous avez accès, c'est pas pire. Puis même malgré cet accès-là, tu sais, où j'ai accès à tout, ben tu sais, il y a toute la question de calculer, tu sais, en fonction de mes investissements. Puis ma plateforme de courtage me disait rien, tu sais, dans le fond. Tu cliques, t'achètes des choses, puis après ça... T'espères. c'est ça, plus ou moins. Puis il y avait plein de choses que je me disais, mais bordel, tu sais, c'est un logiciel, il devrait calculer plein de choses pour moi. Puis il faisait rien, puis c'était une frustration. Puis ça a germé, puis c'est devenu... tu sais, c'est pas... y a pas eu un moment où tu sais, j'ai eu une ampoule qui s'est allumée au-dessus de ma tête puis que j'ai fait comme Eureka, Art Bacon. C'était un processus d'essai-erreur, mais j'avais identifié un paquet de choses que, selon moi, une plateforme de courtage devrait offrir. Et on a décidé de faire une application, justement, qui se connecte sur ces plateformes-là. Et au début, c'était juste les plateformes de courtage en ligne, mais maintenant, c'est tous les comptes d'investissement. Puis on fournit tout ce que, selon moi, on devrait savoir sur nos investissements via une application. Puis donc, c'est même pas juste dans un compte, c'est aussi multi-compte. Puis on va chercher toute la donnée boursière pour que les gens comprennent. C'est intense. J'aime le nom, justement, Art Bacon, c'est genre le bacon, on fait référence à l'argent. Tu sais que c'est dur à obtenir ton argent. Genre, moi, c'est comme ça, peut-être que je le vois. Je sais pas si c'est ça que ça voulait dire. Moi, j'adore le nom parce que tout le monde a sa théorie. C'est ça, hein. Puis c'est toutes des bonnes théories. La réalité, là, c'était juste que je voulais un nom.com. Parce que, tu sais, tu veux pas bâtir ta compagnie sur un domaine qui t'appartient pas parce que t'as acheté le .net, mais il y a un autre dude qui a le .com. Fait qu'on a essayé plusieurs noms, tu sais. Puis, à un moment donné, j'avais essayé Hard Cash, tu sais. C'est comme l'argent sonnant, tu sais, la traduction. Puis bien entendu, hardcash.com était pas disponible. Puis c'est là, tu sais, j'en ai essayé plein là, honnêtement, mais là je me suis fait cash, bacon. J'avais essayé des combinaisons avec bacon aussi parce que tu sais, bring home the bacon. Fait que là, hard bacon. C'était disponible.com, 10$. Puis j'ai pas besoin de payer un gars qui a fait de la spéculation sur des noms de domaine 5000$ ou ça a pas d'allure là, tu sais, il y a des tu sais, bacon.com aussi t'es à vendre, mais ils veulent le vendre pour fortune. Oh my god, c'est sûr, hein? C'est ridicule. Mais c'est quoi, il y a du monde qui évalue un peu combien ça pourrait, genre, pas valoir, comment je peux dire. Genre... oui, non, c'est parce que les gens réservent. Tu sais, il y a un gars, genre, en 94, là, pendant que personne allait sur Internet, a décidé d'acheter plein de noms de domaine. Puis ça a une valeur, tu sais, sex.com s'était fait acheter pour 25 millions. Fait que c'est une question d'offre et de demande, tu sais. C'est comme, t'as un terrain, ça vaut combien un terrain? Si c'est au milieu du centre-ville puis t'as une tour à 100 millions à côté, peut-être que ça vaut 25 millions. Le même terrain à Sainte-Agathe-des-Monts, peut-être qu'il vaut 3000 $. C'est un peu la même chose avec un autre domaine. Si tout le monde le veut puis est sexy comme sex.com, ben ça vaut cher. Fait que c'est ça. OK, non, c'est clair. Puis durant toute l'histoire de Art Bacon, tu penses que ce serait quoi la pire épreuve que tu as eu à surmonter? Puis c'est quoi que t'as appris de ça? Oh my god, tu me prends il y en a eu plusieurs. OK. Puis... tu penses choisir une, mettons une qui t'a marqué, ou tu penses que, mettons ce que t'as appris de la situation, c'est vraiment, ça t'a aidé à progresser?
Ben, je sais pas, oui, on apprend de toutes les situations, mais là, tu sais, je vais pas être, tu m'as dit la pire, là, fait que je vais te dire la pire. C'était, en fait, tu sais, durant l'été 2018, je pense, en 2019. Donc, ouais, l'été 2018, ça fait pas si longtemps. L'été qui vient de passer, dans le fond. Fait que, non, pas l'été, le printemps. Okay. Et à un moment donné, puis même pas le printemps, en fait, on a manqué d'argent, je pense à partir de février. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que t'as plus d'argent, tu sais, tout commence à aller mal. Tu sais, mettons, t'as du mal à payer tes fournisseurs, tu peux plus payer tes employés, ils partent, tu te retrouves tout seul. Ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, c'était est-ce que l'entreprise va continuer? Là, c'était carrément ça. Ensuite, j'ai pas la réponse. Qu'est-ce que j'ai appris? Oui, j'ai appris d'avoir peur comme ça se peut pas du fucking cash flow. Fait que oui, ça j'ai appris tu sais, mais je savais c'était quoi du cash flow, mais je veux dire là je suis paranoïaque, là on a de l'argent, mais je suis déjà stressé par rapport au cash flow. Ensuite ça te force à essayer des choses comme honnêtement mais c'est pas une belle histoire en disant j'ai compris exactement ce qu'on avait fait de pas correct comme c'est de toute façon à mesure que tu avances, quand tu regardes un an en arrière, c'est sûr que tu peux optimiser un an en arrière parce que tu as l'information de ce qui s'est passé dans les 12 mois qui suivent. C'est clair. Fait que mais il y en a eu plein là, tu sais, c'est des hauts et des bas là quand tu bâtis une compagnie puis on n'est pas une compagnie qui a reçu des millions en capital de risque là. Donc il y a eu plein de hauts et de bas là puis on a appris plein de choses. Mais là tu m'as dit le moment qui était difficile là, fait que... Ben, y a aucun problème. Mais dernièrement, t'as eu des bonnes nouvelles, t'as eu une affiliation avec des jardins. Ben oui, après ça, là je t'ai parlé de la pire période, mais ça a bien essayé à commencer. On est élevé en 280 000 de financement. OK. Ouais, c'est vrai, avec votre... Ouais, c'est ça. Puis après ça, on a signé avec un partenariat stratégique avec Desjardins. OK. Puis ça s'est bien passé, puis nos ventes sont en augmentation, ainsi de suite. On n'est toujours pas profitable. D'où le fait que la peur du problème de cash flow qui va venir dans plusieurs mois, mais qui va venir, elle reste très présente. Mais non, les choses vont bien. Là, on est rendu sur Android et iPhone. Okay, ouais, c'est ça. C'était notre plainte à chaque fois qu'on faisait du marketing. T'avais la moitié de la population mondiale qui commentait, elle disait vous êtes des niaiseux, vous êtes pas sur Android. Maintenant on est aussi bien sur Android que sur iPhone. Mais j'ai une question par rapport à ça, c'est-tu vraiment plus cher? Tu sais, je me suis toujours demandé ça, pourquoi il y a des compagnies qui sont sur une plateforme puis pas l'autre. Je me suis toujours, c'est-tu vraiment, tu sais, y a-tu beaucoup d'investissements une fois que la programmation est faite pour iOS, c'est quoi que ça demande de plus en programmation pour Android? C'est une bonne question. En fait, dans un logiciel, à moins que tu parles d'une application c'est très très simple qui est 100% sur un téléphone, donc c'est une calculatrice, c'est what you see is what exists là, donc il y a pas de back-end, mais en général dans tout logiciel en ligne là, il y a une partie back-end qui roule sur des serveurs puis qui donne l'information au logiciel que vous avez devant les yeux. Mettons Facebook par exemple, là, Facebook, il y a des serveurs qui emmagasinent plein de données, puis il y a un client qui est votre application mobile ou votre application web sur votre browser. Fait que ça, entre une application iPhone puis Android, c'est le même back-end, c'est le même système qui fait qu'il y a une partie que tu as besoin de redévelopper. Ensuite, c'est quand même 2 logiciels à faire. Puis ça dépend de l'approche technologique. Donc c'est une bonne question là. Puis là, je suis pas sûr que ça va intéresser tout le monde dans tes lecteurs, parce que j'ai peur de les ennuyer. Mais en fait, si tu développes ce qu'on appelle une application native, il faut que tu le développes 2 fois. Il y a pas vraiment d'économie, à part le fait que le service qui calcule les données financières, qui se connecte au compte d'investissement, tout ça c'est dans le back-end. Donc, mais après ça, c'est quand même 2 applications. À développer. Fait que c'était quand même 2 fois moins de développement au niveau de la partie développement mobile. Là, tu vois, on a passé à une technologie qui s'appelle React Native, qui nous permet de partager une grosse partie du code entre iPhone puis Android. C'est relativement nouveau, React Native. Avant, c'était des applications web qui faisaient les deux, puis la performance était pas bonne. Donc, puis les meilleures applications étaient natives. C'est pour ça qu'on en voit moins, mais c'était très commun. Tu vois, le monde évolue tellement vite en technologie. Fou, Nous, quand on l'a lancé, ça existait déjà React Native, mais c'était tellement nouveau, c'était expérimental. C'était OK, tu peux le lancer là-dessus, mais tu sais, peut-être tu vas avoir des belles surprises parce qu'il n'y a pas une grosse communauté dessus. Puis là, ça devient de plus en plus la norme. Fait que là, on a fait le switch, puis notre application iPhone, c'est plus une application native, c'est natif parce que c'est React Native, mais c'est plus
programmé dans le langage iPhone, c'est pas en Swift, là. En tout cas, là, si tu vas en savoir plus, non, ça va devenir vraiment plate. C'est toi qui s'occupait de la programmation, t'as quelqu'un qui... Non, je suis pas programmeur. Ok, c'est ça. Ouais. Toi, tu connais, toi, t'es vraiment juste le côté financier plutôt, Je suis pas, en fait, moi, je suis plus le gestionnaire de produits, tu sais, c'est-à-dire que je sais mais tu sais, je travaille avec des designers, on a un spécialiste en ingénierie financière, qui va s'occuper, mettons, des algorithmes d'analyse financière, puis qui est poussé, là, tu sais, un physicien, puis ici en ingénierie financière et tout. Donc, tu sais, moi, mais pour la question, tu sais, moi, ce que je fais, c'est que je travaille avec tout ce monde-là, puis je m'assure que le produit fonctionne, je fais le testing, je fais le QA. Ouais. Je m'amuse à, fait que, non, c'est ça, moi, j'ai pas l'expertise, là. Je suis plus, je comprends bien c'est quoi un logiciel, je fais du project management, je fais, puis je sais c'est quoi, tu sais, je comprends ce qu'on fait en finance, là. J'ai une compréhension, mais je suis pas le gars qu'on va dire, hey, développe un algorithme qui va faire ça. Puis tantôt, justement, tu parlais que les revenus augmentaient, mais que vous étiez pas encore rentable. Mais est-ce que l'application est vendue? Me semble, au départ, c'est-tu gratuit au départ, ça se peut-tu? Non, ça n'a jamais été gratuit. Jamais été gratuit. Ok, c'est peut-être moi qui comprends. En fait, je vais te dire, toute notre historique de pricing, on a commencé à 4,99. Ok. Puis après ça, on s'est dit, hey, il me semble que, on pourrait rejoindre plus de monde en étant presque gratuit. Puis on l'a baissé à 1,99 qui était comme, on faisait pas d'argent. Mais non, c'est clair. On en faisait pas du tout. C'est sûr. Si tu comptes le service à la clientèle puis tous les frais de données qu'on a par client, plus la fucking cote d'Apple de 30%. Ah, c'est vrai, 30%. Oh my God. Donc, on a fonctionné et là, depuis une journée, puis d'ailleurs, je sais pas quand ton podcast est diffusé, on n'a pas encore communiqué là-dessus. Okay. Depuis, je pense, 2 jours, on a augmenté notre prix à 99 par année. Okay. Versus le 24 piastres par année qui était le 2 piastres par mois, là. Donc c'est une augmentation de prix, mais les gens qui étaient déjà sur un compte 1,99, on les laisse sur 1,99, c'est les nouveaux clients. Okay. Éventuellement, les gens qui sont sur des 1,99, c'est pas 1,99 à vie. On va finir par les porter, mais l'idée, là, c'est pas de les surprendre. Ouais, c'est ça. Ils vont être avertis d'avance. C'est ça, là, pour l'instant, en fait, pour l'instant, on va les laisser sur ce plan-là. Puis ça se peut qu'on travaille sur un plan qui serait gratuit, mais qui inclurait quand même pas toutes les données, toutes les analyses qu'on fait. Fait qu'on aurait un plan, tu sais, light avec moins de valeur. Donc l'idée c'est de demander, on va leur donner le choix, ceux qui sont à 99, veux-tu le plan, tu sais, qui va quand même avoir moins de fonctionnalités puis être moins cool, mais il est gratuit, ou veux-tu devenir premium? Mais tant qu'on n'a pas ça, on va les laisser continuer parce que tu sais, c'est eux qui ont eu confiance en nous. Non, on dès le départ, là, les early adopters. Ouais, c'est quand même le fun quand on a de ça, puis qui ont confiance depuis le début. C'est comment tu faisais pour te faire connaître au début? Ça doit être un peu dur. Ouais, ben nous on avait déjà on avait commencé le marketing puis tu sais moi je suis un gars de communication. Ouais. Fait qu'on avait bâti une infolettre, tu sais je pense que notre infolettre au moment de lancer l'application était déjà à genre 7000 personnes. OK, quand même. Puis on a un blog, tu sais où on parle d'investissement. Ouais. Là de plus en plus, tu sais tu as parlé de mon podcast, on fait de la vidéo, du podcast, des articles. Donc c'est un peu comme ça qu'on se fait connaître. Puis ça a du sens parce que dans le fond les gens, ça fait partie de la valeur aussi qu'on crée. Il y a vraiment un besoin, les gens savent pas qu'est-ce qu'ils devraient savent pas qu'est-ce qu'ils veulent savoir. Fait que tu sais de faire du contenu sur hey mais qu'est-ce que tu peux faire avec un REIT, c'est quoi l'impact, comment tu fais pour choisir une entreprise en bourse, tout ça amène les gens à apprécier mieux la valeur de notre application et aussi à découvrir que notre application existe. Mais c'est comme tes capsules vidéo, moi je les trouve super intéressantes. Puis j'ai écouté justement celle de l'amour justement. J'étais écrit, mais c'est vrai pareil que tu penses pas à ça, mais le marché de l'amour, il y a des investissements à faire. Là. Puis je trouvais ça le fun là, justement que tu vas dans chaque compagnie, tu parles des up et down. Puis non, je trouvais il y a des affaires que je comprenais pas encore là, parce que je suis nouveau dans le domaine. Là. C'est comme l'indice il y en a qui est à 3.5 ou je sais pas quoi, j'avais aucune idée de ce que c'est. C'est ratio court-bénéfice. C'est ça. Je connais rien encore. C'est le truc que je dis le plus souvent, tu sais, s'il y a un ratio à savoir en bourse, c'est le ratio court-bénéfice. Okay. Je vais te l'expliquer, c'est très simple. C'est combien la compagnie coûte. Puis mettons que j'ai une compagnie, tu sais, qui fait du café glacé, parce que j'ai un café glacé devant moi. Puis la compagnie, elle vaut 1000 piastres, OK? Puis avant, tu sais, admettons qu'avant un autre 1000 piastres de café glacé par année, c'est une petite compagnie, mais elle fait 100 piastres de profit. OK. Tu sais, elle fait 10% de marge. Fait que là, c'est 100 piastres. Fait que le ratio court-bénéfice de cette compagnie-là, ça serait 10. Ça veut dire que ça prend
c'est 10 fois les profits. Tu sais, je paye 10 ouais. fois les profits. Ça veut dire, ça va me prendre 10 ans. Tu sais, Mhm. mettons, j'achète la compagnie au complet, Ouais, là. Ça va prendre 10 ans avant que la compagnie se paye elle-même Break-even. au niveau du profit. OK. Donc, et c'est le moyen de voir est-ce que je paye cher pour la compagnie. Tu sais, une compagnie, ça vaut quelque chose en fonction de sa capacité à générer des profits. Ouais. Donc, c'est pour ça que je regarde ça. En fait, c'est le ticket price parce que le prix de l'action, ça veut rien dire. Non, c'est ça. Il y a des actions à 40 000 $. Ça me dit, ça me dit rien parce que 40 000 $, est-ce que, si la compagnie a 2 actions, ça veut dire que la compagnie vaut 80 000 $. Ouais, là. Est-ce que c'est cher une compagnie à 80 000 $? Tu sais, j'ai une autre compagnie qui a 10 millions d'actions à 10 $, Ouais. ben, ça veut dire qu'elle vaut 100 millions. Fait que le prix de l'action, puis c'est, tu sais, c'est instinctif, c'est quoi le ticket? Tu sais, on va au magasin, la personne c'est 100 $, qu'elle vaut 100 $. Combien le stock vaut, ça dit rien, c'est juste utile à savoir, ben, hier, s'il vaut 40 000 $ l'action, ben, si hier, il valait 45 000, je sais qu'il est en baisse, ça. mais ça me dit rien sur la valeur de la compagnie. Fait que quand je parle d'action, ben, ce que je regarde, c'est le prix. C'est comment je paye pour le profit de la compagnie, et c'est le ratio court-bénéfice. Fait que si le ratio court-bénéfice est à 50, ça veut dire qu'il est cher. Ça me prend beaucoup de temps pour me repayer. Puis s'il est à 10, ben pas cher. OK. En tout cas, tu vois comme ça, tous tes auditeurs vont être capables d'investir en bourse. Je suis sûr que je suis pas le seul. Je suis sûr et certain. Mais faudrait que j'explique parce qu'effectivement, j'en parle tous les jours. Ouais. Faudrait que je fasse juste une capsule sur le ratio court-bénéfice. Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a, c'est sûr qu'il y en a qui comme, tu sais, comme moi, je trouvais ça super intéressant, puis la bourse, ça a toujours été quelque chose qui m'intéresse, mais, tu sais, vu que j'avais pas de moyens nécessairement financiers pour investir, mais c'est quand même bon de commencer le plus tôt possible de s'intéresser, là. Mais de toute façon, je sais que vous vendez aussi une formation, je sais pas si vous l'avez, sur justement comment investir. Ouais, c'est un cours en ligne sur l'investissement, puis ça vient rejoindre notre philosophie de dire on veut rendre l'investissement le plus accessible possible. Puis avant, tu sais, oui, il y a une question d'information puis d'être capable d'analyser ton portefeuille, mais tu sais, si tu sais pas qu'est-ce que tu sais pas, ben la formation en ligne t'amène au niveau où tu fais comme OK, je sais c'est quoi un rendement, je sais c'est quoi mes objectifs, donc là, on est capable de profiter de nos outils puis de l'investissement. OK. Selon toi, ce serait quoi ta force, mettons, en tant qu'entrepreneur? Tu dis tantôt, justement, tu t'es pas programmeur ou tu faisais pas, t'es pas investisseur, mais tu sais, je veux dire, tu connais pis tu t'es quand même un des, je sais pas si on dit CEO de la compagnie ou quoi. Ouais. Fait que, dans le fond, tu dois quand même avoir des forces. Oui, je suis pas si inutile que ça. C'est moi qui ai mal formulé. Non, ça va rester de même. C'est vrai. Non, mais les entrepreneurs, en tout cas, je vais parler de moi, je vais pas parler de tous les entrepreneurs. Je te dirais que mon background, j'étais en journaliste. Tu sais, les journalistes, ils sont bons pour parler à des experts de n'importe quel domaine, puis de pas avoir l'air trop stupide. Fait qu'en fait, moi, j'ai une compréhension partielle d'énormément de domaines. Tu sais, je me débrouille en rédaction de contrats puis en loi sur les valeurs mobilières, mais je suis loin, je suis pas un expert. Tu sais, si t'as besoin d'un avis juridique, va voir un avocat spécialisé dans ce domaine spécifique-là. Même chose, tu sais, je suis pas capable vraiment de programmer, là, j'ai fait un peu de cours, mais je comprends comment bâtir, tu sais, je comprends l'idée de comment bâtir un logiciel, puis c'est quoi les étapes, puis comment tu fais pour gérer tu sais, un processus. De toute façon, mon associé qui est CTO est 1000 fois meilleur que moi, mais j'ai une compréhension de, tu sais, je lui en parle quand je dis combien ça va prendre, tu sais, c'est lui l'expert, mais j'ai quand même une compréhension de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible. Mettons, quand je parle, mettons, mon partenaire financier, j'ai comme une idée, hein, ça, je valide. Fait qu'en fait, ce que j'amène, c'est une compréhension partielle de plein de domaines en même temps. Puis j'ai d'autres forces là, je suis un bon communicateur. Puis je dirais la source secrète de ce qui fait que t'es entrepreneur, parce que tout ce que j'ai dit, c'est pas des choses qui sont forcément liées à être un entrepreneur. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont ces talents, qui sont capables d'être des bons généralistes en fait. Mais un bon généraliste, c'est pas forcément un bon entrepreneur. Les entrepreneurs, on est un peu des troublemakers. Parce que on tente de faire des choses avec beaucoup moins de ressources que les autres, fait qu'on est bon pour passer à côté du circuit établi. Quand il y a quelqu'un, on va leur expliquer, le seul moyen de faire ça, c'est de peser sur le bouton rouge puis d'écrire un courriel à telle personne. Je suis capable de faire ça. Mais après ça, si le bouton rouge puis le courriel à telle personne puis fonctionne pas, je vais essayer de peser sur le bouton vert. Je vais peut-être juste prendre un marteau puis casser le bouton vert puis de voir si je suis capable de coller, de brancher 2 fils en arrière.
Puis ça, c'est, tu sais, là, je donne un exemple qui a pas vraiment de sens, là, mais c'est d'être capable de, tu sais, de demander des choses non conventionnelles, de trouver des deals créatifs, d'harceler quelqu'un jusqu'à ce qu'il prenne le rendez-vous, tu sais, selon moi, ça prend ça pour partir, tu sais, une nouvelle compagnie, puis surtout avec un nouveau modèle d'affaires. C'est pas juste de dire, ben là, j'étais boulanger pendant 10 ans, puis j'ai ouvert ma propre boulangerie. Ben ça, t'appliques plus ou moins une recette, là. Peut-être que tu vas faire des recettes de pain un peu différemment, mais t'es dans le monde du connu. Fait que t'as pas forcément besoin, tu sais, de défoncer les portes, de faire les choses différemment. C'est comme vous, justement, il y avait rien qui se faisait comme ça, en fait, quand t'as fait ça? Ben, on n'est jamais complètement isolé. Tu vois, aujourd'hui, on a un compétiteur qui s'appelle Wellscope, au Canada, qui fait pas exactement ce qu'on fait, mais ils font de l'agrégation de comptes et de l'analyse de portefeuille. Ils le font sur le web, puis ils ont pas ils ont pas les données financières sur les compagnies comme nous, mais ils ont des données sur les fonds, puis sont capables ils ont quand même un certain nombre de données financières, mais c'est pas un outil. Tu vois ce que je veux dire? Ça existe. C'est pareil. C'est bon. Moi, quand je vois des compétiteurs émerger, je me dis, ça vient de valider le fait que ce qu'on est en train de faire est pas complètement fou, puis qu'il y a un marché. puis c'est bon même pour notre effort de vente. Tu sais, eux, quand ils font des ventes, puis mettons qu'ils font pas la vente, peut-être que le client va aller vers nous. On est en train de créer un marché. Fait que c'est très positif, mais on n'a pas pris un modèle. Tu sais, il y a des entrepreneurs qui font du copie. Tu sais, ça marche aux États-Unis, on va le copier. Nous, on est vraiment parti du problème, puis on a fait plein d'essais-erreurs. Puis la réalité, c'est quand il y a un besoin dans un marché, tu peux te retrouver avec des compagnies similaires qui se sont jamais copiées. C'est vrai. Hein? Puis qui ont juste vu les mêmes choses dans le marché et se sont adaptés. Mais je te dirais, Wellscope est quand même différent, là, mais il y a une similarité, puis moi, je trouve ça cool qu'ils se soient rendus là où ils se sont rendus. Là. Ça fait longtemps que ça existe, eux autres, ou? Ils sont à peu près fondés en même temps, puis j'ai appris leur existence il y a peut-être plusieurs mois quand même. Mais fait que je pense qu'on est à peu près aussi vieux, là. OK. Puis vous, c'est pour l'instant, le marché que vous visez, c'est surtout le Québec? On est un peu la France aussi, quoi? Non, pas la France. On est vraiment au Canada, puis on fait, tu sais, tout est bilingue, l'application dans les deux langues. On est compatible avec pas toutes les institutions financières au Canada, mais on a un coverage coast to coast. Effectivement, on est une petite compagnie. Puis, étant super vocal, tu me vois sur les vidéos, je fais du français parce que encore 70% de notre chiffre d'affaires est au Québec. Fait que je communique plus en français, mais on est partout au Canada, puis à mesure qu'on grandit, ben on va faire plus d'efforts sur la partie anglophone, mais on a déjà, tu sais, l'infolette, tout est fait dans les deux langues, mais effectivement, pour l'instant, tu me vois plus faire du contenu vidéo en français, parce que, puis j'ai testé les deux, en fait, j'en ai fait un peu en anglais, puis mon réseau est en plus francophone, puis tu sais, j'étais journaliste au Journal des Affaires, les gens qui me lisaient étaient plus francophones, en fait, j'ai moins de résultats. À cause de mon réseau. Fait que c'est pour ça que pour l'instant on a fait plus en français, mais OK. Tu nous parler vite, Jean, comment c'est arrivé ça, l'histoire du comment t'es devenu rédacteur pour les affaires dans le c'est une bonne question en fait. Tu sais, vu que je sais qu'en début d'entrevue ou avant l'entrevue, je pense que ça va être dessus, on parlait justement que t'avais pas nécessairement étudié là-dedans. C'est comment que t'as fait pour arriver à avoir ta chance Ouais, c'est une bonne question. Effectivement, la plupart des gens, tu sais, au Journal des Affaires, tu sais, il y avait des maîtrises, il y avait des avocats, il y avait des gens qui avaient étudié en finance, puis en journaliste, tu sais, c'était du monde quand même brillant, puis c'était vraiment le fun de travailler avec ces gens-là. Puis moi, j'ai pas de diplôme universitaire, donc c'est relativement non conventionnel, là. Je pense que j'étais définitivement le seul. Même les gens plus, tu sais, des fois, il y a des industries où les gens plus vieux, genre, il y avait pas trop de diplômes, mais les jeunes sont surdiplômés. Là, c'était pas le cas. Même les gens qui étaient là depuis des années, ils étaient tous des diplômes. Je te dirais que j'étais capable de faire la job, là. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont engagé, mais c'est pas un processus où, tu sais, hey, j'ai pas de compétences, viens m'engager, c'est pas ça du tout, là. Tu sais, avant, j'avais été rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Livre d'ici, qui était sur l'industrie du livre. C'est un trade publication, personne ne sait c'est quoi, mais c'était les gens dans l'industrie du livre qui connaissaient. Puis j'étais pigiste, j'ai vendu des articles, un paquet de magazines. Et les affaires est devenu un client à un moment donné. Puis on travaillait bien ensemble. Puis tu sais, au niveau des pigistes, un pigiste, puis tu sais, c'est quelqu'un qui tu achètes un article, fait qu'il n'y a pas de risque. Tu sais, si son article est pas bon, et souvent tu le payes même pas, il n'y a pas de contrat qui se signe. Puis, tu sais, un rédacteur en chef, il est super occupé, il y a plein de choses. Tu sais, c'est tout le temps en train de courir pour la tomber. Fait que c'est pour les pigistes, en fait, est-ce que tu as une bonne idée? Oui, non. Fait que, tu sais,
moi j'avais lu un livre sur, tu sais, comment être journaliste à la pige. OK. Puis j'avais commencé comme ça dans le milieu en je lisais un magazine ou quelque chose, puis je me disais, voici une idée d'article, tu sais, qui fit très bien pour eux. Je faisais des recherches préliminaires, j'appelais le rédacteur en chef au téléphone, j'ai pitché mon idée, voici qu'est-ce que je veux te livrer, ça va être 3 feuillets, tu sais, je lui présentais l'offre, puis il disait, ben OK, tu sais, montre-le moi, tu sais. Écris-le, tu sais. Okay. En fait, je savais même pas le mot synopsis. En fait, tu sais, écris-moi un synopsis. Puis je pense que la première fois que j'ai dit, quelqu'un m'a dit, écris-moi un synopsis, j'ai comme, de quoi tu parles? Genre, y a-tu dit ça au téléphone? Je pense que oui. Oh my god, là, il a dû se faire. OK, je pense pas. Non, mais je sais plus où j'ai cherché sur Google, puis je me souviens plus. Honnêtement, là, je te raconterai un truc, je me souviens pas de la conversation, mais je me souviens d'avoir été surpris par quelqu'un. Même plus c'était OK, envoie-moi un synopsis. Je savais pas c'était quoi. Je pense qu'il me l'a expliqué, probablement, ou j'ai trouvé la réponse par moi-même. Puis en fait, c'est juste une description de l'article avec tu sais, un prix, une date de livraison, puis peut-être une liste de gens que je vais interviewer. Tu sais, c'est juste un espèce de petit plan, un petit résumé de ma proposition au téléphone. Fait que j'envoyais ça, il m'a dit OK, tu sais, écris-le moi, je l'écris, puis après ça il te paye. Tu sais, il y a pas vraiment pourquoi ils vérifient. Tu sais, surtout dans mesure où ils sont capables de vérifier. Tu sais, c'est pas, je dis pas que j'ai parlé à Obama, puis ça, il faudrait qu'il vérifie si le gars vient nulle part. Mais tu sais, si l'article est écrit puis c'était fait, limite, il y a des magazines qui vont faire des vérifications, s'assurer que les gens ont bien été interviewés et tout. Fait qu'eux, ils n'ont pas vraiment d'incitatif à faire un processus d'embauche. Tu sais, c'est un fournisseur. Tu dis oui, t'en as plein de pigistes. Fait que je me suis taillé une place comme ça, puis avec les affaires, ça marchait bien la collaboration. À un moment donné, ils m'ont demandé d'être blogueur. Puis à un moment donné, ils m'ont embauché à temps plein. Puis je sais même pas si c'est venu. Je pense que oui, mais tu sais, à ce moment-là, c'est eux qui voulaient que je les joigne. C'est pas l'inverse. Ah, c'est cool. Ben, je veux dire, c'était l'inverse aussi, mais je la jouais cool, là, tu sais. Fresh. Je me suis laissé courtiser. Fait que, à ce moment-là, dans mesure où la personne est capable de faire le travail, c'est plus si important que ça, la question des diplômes. Je sais qu'il y a plein de gens qui savaient pas pantoute que j'avais pas de diplôme, mais je pense qu'ils savaient. Moi, j'ai jamais menti. Mais est-ce que c'est la première chose que je dis dans une entrevue? C'est pas salut, je m'appelle Julien, j'ai pas de diplôme. Souvent, ils assument comme, tu sais, puis c'est ça l'idée d'être entrepreneur, c'est que si t'es capable d'aller chercher des super expériences, ben ça compte beaucoup plus que qu'est-ce que t'as étudié à l'université, tu sais. Le monde a étudié en histoire, même si t'as étudié en droit, tu sais, comment un diplôme en droit te prépare à être journaliste? Oui, ça te prépare. Mais tu vois ce que je veux dire, des expériences aussi te préparent. Fait que ça devient moins important. Fait que c'est à peu près l'histoire. Là. OK. Ah, c'est cool. Parce que moi, c'est justement, tu sais, souvent, je veux pas retourner à l'université, malgré que j'ai jamais été, là. Tu sais, je veux pas à l'université pour faire certaines affaires que je sais que je peux l'apprendre sur le tas. Puis mais oui, c'est ça, le meilleur moyen. Tu sais, moi, ça me fait tellement rire. Quelqu'un qui dit mon rêve, mettons, puis être journaliste, c'est poche, là, il y a de moins en moins de jobs là-dedans. Mais mettons, c'est vraiment ton rêve, là. C'est dans ton cœur, c'est ça que t'as envie de faire. Mais on a juste une vie. Comme, est-ce que t'as besoin d'aller à l'université ou tu peux juste être journaliste? Et mettons, ça, c'est le plus drôle, là, c'est, moi, je veux être programmeur, genre. Puis j'en ai rencontré des jeunes, là, super brillants, ils sont capables de programmer à un niveau, tu sais, hyper professionnel. Puis il dit, ouais, mais là, il me reste comme 2 ans. OK, tu veux finir ton diplôme, fine. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? J'ai travaillé comme software developer. C'est comme, OK, mais tu peux avoir un emploi right now. Comme, pourquoi tu vas aller chercher le diplôme? Tu sais, limite, si tu me dis, moi, je vais enseigner à l'université le computer science, comme le seul moyen, c'est d'aller chercher ton doctorat. Fait que, mais il y a plein de gens qui, tu sais, tu veux, je sais pas, tu sais, tu veux te lancer en affaires. Est-ce que tu as besoin d'aller faire un MBA? Non, pas nécessairement. Tu sais, c'est bizarre de dire, puis je pense que les gens ont un manque de confiance en eux. Puis ça te donne comme une espèce de permis, la société t'a permis de te lancer en affaires parce que t'as été faire un MBA. Tu mets MBA après ton nom. mais la réalité, c'est que t'as beau avoir un MBA, tu vas faire un paquet d'erreurs, puis tu vas apprendre, puis ça va t'aider, tu sais. Je pense que toute expérience dans la vie va t'aider à faire ce qui vient après. Mais est-ce que en tout cas, moi je pense qu'il y a plus qu'un parcours. Les universités apportent énormément à la société puis forment des gens. Mais je trouve que si on a envie de faire quelque chose, tu sais, on peut le faire. Clairement. À moins que ça soit genre tu sais, pilote de ligne, tu sais, faut quand même que tu ailles chercher ta licence puis t'as un certain nombre d'heures de vol. Je sais pas à quel point Flight Simulator ça peut te former.
Je veux dire, Mais non, mais faut que chercher tes certifications. Ah, c'est ça, première fois que tu vas embarquer dans l'avion. C'est ingénieur civil, mais en fait, à part les choses, tu sais, qui mettent en danger la sécurité ouais, des gens, ça, comme chirurgien. Ah, ça, j'allais dire comme aussi. pas le choix d'aller à l'université. Moi, je veux être chirurgien, prends un couteau puis commence à ouvrir le monde. Ouais, non. Ça s'appelle plus être un tueur en série. mais honnêtement, dans la plupart des choses que les gens rêvent, ils se mettent plein d'étapes entre, comme, leurs rêves, entre leur présent puis leur rêve, puis comme souvent, tu peux pas juste, comme, court-circuiter ça puis faire qu'est-ce que t'as envie de faire. En tout cas. Ou le plus drôle, là, c'est les gens, genre, qui disent, ils veulent comme, ils travaillent, mettons, à investment banking ou un job d'avocat qui les fait chier. Il y a beaucoup d'avocats qui se font chier. C'est vrai? Non, c'est vrai. C'est fou, hein? Ouais. Puis là, ils disent, pourquoi tu fais ça? Ah non, je déteste ma job, mais je fais beaucoup d'argent. Puis comme, OK, mais pourquoi? Tu sais, tu penses pourquoi? Puis à la fin, genre, tu dis, ben là, je voudrais, genre, juste, puis ça, je crois pas. Moi, je pense qu'il y a la plupart des gens qui disent qu'ils veulent juste être sur une plage puis boire des pina coladas, comme, ils sont full of shit parce que ils vont s'ennuyer après 2 semaines. Mais si c'est vraiment ça, que t'as besoin de combien pour chiller avec du pina colada à l'année? T'as pas besoin de beaucoup. Non. En fait, probablement que à peu près n'importe qui peut le faire. Avec un salaire de base, ouais, c'est ça. Quitte ta job, trouve-toi un sideline, tu sais, que tu fais, puis avec genre 20 000 par année, probablement qu'il y a des pays où tu peux chiller sur la plage à tous les jours. Puis que les connexions Internet sont pas trop. Fait que, tu sais, est-ce que t'as besoin d'accumuler 1 million? Puis en plus, dans ces gros salaires-là, là, tu dépenses plein d'argent parce que t'as pas le temps de faire le lavage, t'as le temps de rien faire, puis tu payes un gros paquet de taxes, puis comme t'attends d'avoir 65 ans pour faire le lifestyle que tu préfères comme right today, là. Non, c'est clair. Fait que, en tout cas. Y a-t-il un conseil que tu voudrais donner, que tu donnerais à n'importe qui, un entrepreneur qui voudrait se lancer en affaires ou quelqu'un qui y pense? Ben, je dirais, lancez-vous pas en affaires. Non? La plupart des gens qui pensent se lancer en affaires, ils sont dans une job qu'ils aiment pas, puis qui aimeraient ça avoir un peu plus de contrôle sur leurs tâches, puis avoir une job un peu plus intéressante. Ben, je leur dirais, trouvez-vous une job intéressante. Puis je dis pas de pas se lancer en affaires. L'idée, c'est que se lancer en affaires, comme, c'est... Puis même moi qui avais couvert l'industrie de l'entrepreneuriat, c'est pas une industrie de l'entrepreneuriat, mais l'industrie de la technologie et de l'entrepreneuriat, c'était énormément plus difficile que je pensais. Pourtant, j'avais interviewé des tonnes d'entrepreneurs. Et c'est vraiment, vraiment pas pour tout le monde. Sérieusement, je rencontre tellement de gens qui disent « je veux me lancer en affaires », puis tu sais, eux autres, il faut que ils veulent être rentables après 3 mois. Puis, moi aussi, je veux être rentable avec 3 mois. Tu sais, je regrette pas de l'avoir fait. Mais l'idée, c'est que, est-ce que c'est vraiment ça? En fait, tu sais, si tu veux vraiment être entrepreneur, c'est que t'aimes faire des semaines de 80 heures, t'aimes le stress, t'aimes les problèmes à tous les jours, puis t'as un plaisir à les régler, puis t'aimes le challenge, un peu comme quelqu'un qui va courir, tu sais, les Ironman, tu sais, ils aiment avoir mal parce que ils veulent voir s'ils sont capables de le faire. Puis la plupart des gens qui disent j'ai envie d'avoir mon affaire, là, la description qu'ils racontent, c'est comme il y a une job où ils ont du contrôle, puis ils ont pas de boss, puis ils relaxent. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneur Trouvez-vous, il y en a des jobs comme ça. Il y a des gens où on va vous laisser une belle... Tu sais, on va vous laisser de la laisse, vous allez pouvoir faire qu'est-ce que vous avez envie de faire. Puis ça va être le fun. Fait que je dirais, tu sais, réfléchissez, est-ce que vous voulez vraiment être en affaires? Puis si vous êtes assez fou pour vraiment vouloir être en affaires, ben, have fun. Je trouve que t'as tellement raison, parce que, tu sais, moi, justement, c'est souvent une des raisons, c'est justement avoir plus de liberté ou quoi que ce soit. C'est une des raisons pourquoi je voulais me lancer en affaires. Parce que, tu sais, à chaque fois, j'ai eu un boss. Tu vas en avoir beaucoup moins. Ouais. Ben, tu fais... c'est ça que c'est, non, mais le pire, c'est que t'as totalement raison. Liberté de travailler tout le temps, ouais, c'est ça. Je me rends compte de plus en plus. Fait que c'est peut-être, comme tu dis, l'idéal pour moi, tu sais, au pire, genre un sideline, des trucs comme ça. Mais, tu sais, sinon, ça serait vraiment de trouver une job que je suis heureux dedans. Parce que je veux pas justement tout le stress de tout le temps, comme tu dis, faire des heures de fou. Puis le soir, c'est j'aime ça arriver chez nous à genre 5-6 heures puis pas rien, avoir aucune obligation après, là. Limite, tu veux être travailleur, tu sais, trouver un travailleur autonome puis avoir, tu sais, 4-5 clients. Ouais, c'est ça. Ils te feed. Mais tu sais, pour moi, un travailleur autonome est un mix. C'est un travailleur autonome qui emploie personne puis qui a pas de produit là, qui vend son temps, ben il est un mix entre pour moi il est plus proche d'un employé que d'un, mais je dis pas que c'est pas des entrepreneurs. L'entrepreneuriat a des milliers de couleurs là. Ouais, c'est ça. Mais une grosse différence entre dire, tu sais, je vais bâtir un produit, je vais bâtir et dire ben là je suis tanné de travailler en marketing comme employé, je vais faire du marketing, puis je vais vendre mes heures. Fait que ça peut être une bonne solution pour des gens qui veulent un peu plus de contrôle, qui ont une bonne réputation dans le milieu.
probablement que ce sera pas si difficile que pour Ouais, eux peut-être ça, ouais. d'aller chercher des clients puis pas forcément faire plus d'argent parce que après ça t'as des périodes où tu fais pas d'argent Ouais. puis tu cours après les factures, fait que c'est une partie plane d'être travailleur Mhm. autonome, mais ça se fait puis effectivement ça te donne plus de contrôle. Non, définitivement. C'est clair. Je sais que c'est une couple de fois que tu parles t'as lu un livre là-dessus, t'as l'affaire. Y a-tu un livre, justement, que, mettons, tu penses qui aiderait les entrepreneurs, futurs entrepreneurs, avec Ouais. un mindset ou une façon d'appliquer, Ah, il y a plein de bons livres. Je te dirais, il y a un livre français, là, je recommande rarement des livres Ah ouais? français de France, là. OK. Ça s'appelle La 25e heure. OK. C'est relativement récent, puis c'est un paquet de trucs pour être plus productif. Puis il donne des ressources, c'est très très concret, c'est ça que j'aime. Ah ouais, nice. Ça me fait beaucoup penser à un livre qui est comme un classique là, qui est le 4-hour Ouais. work week ou la semaine de 4 heures. Je pense qu'ils ont quand même updaté parce que celui-là aussi avait plein de ressources, Mhm. mais je pense que ça a vieilli un peu. Puis il est plus gros, mais il est vraiment cool aussi. Mais c'est pas vrai que comme c'est un fucking bon titre Le marketing. titre, là, c'est ça, ouais. Mais ça à prendre avec des pincettes, mais c'est vraiment intéressant. Mais il faut pas comme croire trop. Il faut pas croire comme à cette idée-là de cinéma Non, 4 heures. définitivement pas. Mais c'est un livre à lire. Sinon, pour vraiment se préparer à l'entrepreneuriat, c'est plus comme des trucs pour intéressants qui s'appliquent quasiment pour un employé là, puis qui permettent de réfléchir justement à ce que je vais être entrepreneur ou travailleur autonome, puis qui permet d'avoir des gains dans la vie d'à peu près n'importe qui. Ça, c'est des livres cool. Mais sinon, ce serait The Hard Thing About Hard Things. OK, C'est un livre, je sais pas s'il a été traduit, d'un capital risqueur là, super connu. Je pense que c'est un des gars de Anderson Horowitz, là, je pense que c'est Ben Horowitz qui a écrit ça. Puis il parle vraiment de comment il a bâti sa compagnie dans Silicon Valley, mais c'est intéressant pour quelqu'un qui veut se lancer dans une entreprise technologique comme Hard Bacon. Je dis pas que je suis aussi gros, mais c'est le même genre de défi de bâtir une business avec des employés puis de tout ce qui va, tu sais, puis c'est pour ça The Hard Things là, c'est pas le conte de fées où tout va bien, il raconte toute la bullshit qui est arrivée, parce que peu d'entrepreneurs font. Une fois que t'as eu du succès, c'est tellement facile de raconter la belle histoire puis tout ce qui a bien marché. Sinon, quel livre? J'en ai lu plein, là. Moi, j'adore les biographies. Ah ouais? OK. Puis je trouve que ça se lit tellement mieux qu'un espèce d'essai, tu sais, ou de how-to, là. Fait que j'ai adoré la biographie de Jeff Bezos. Je pense que c'est Jeff Bezos, The Everything Store, ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a quelqu'un qui me l'avait proposé justement. Une belle biographie sur Elon Musk. Moi, un de mes pas mes héros, là, mais des role models, hein, si tu veux, c'est Michael Bloomberg. OK. Qui a inventé le terminal Bloomberg. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, puis lui, il est propriétaire à 100% de son entreprise. Oh shit. Puis ça s'est évalué à peu près à 40 milliards. Hey boy. C'est une multinationale, puis il a jamais été en bourse, il a réussi à bâtir ça, tout ça. Ah ouais. Puis moi j'avais lu 2 biographies, mais là je suis un grand fan de lui. Puis en plus il est dans l'industrie de l'information financière, qui est proche de ce qu'on fait, même si c'est très différent aussi là. Okay. Fait que mais c'est ça, je pense que je t'en donne une couple. OK. Le journal Bloomberg justement, c'est exemple quelqu'un qui veut commencer un peu à s'intéresser à l'investissement ou quoi. C'est sûr que tu n'auras pas d'investissement en tant que tel là-dedans que tu vas apprendre, mais c'est une bonne chose pour apprendre un peu dans le domaine. Ou... en fait, les terminaux Bloomberg, comme je te disais, c'est 25 000 par année. Non, je parlais ils ont pas une revue, eux autres? Oui, c'est ça. Ils ont acheté Business Week. Okay. C'est un magazine américain qui, on pourrait dire, qui est l'équivalent des affaires, là, entre guillemets. Puis, tu sais, tous les médias vont mal, fait que ils l'ont acheté pour presque rien, puis ils l'ont renommé Bloomberg Business Week. Okay. Fait que eux, en fait, ils ont une activité média. Tu sais, tu peux aller sur bloomberg.com, il y a des articles gratuits. Mais c'est comme une tu sais, c'est comme leur arme marketing. C'est-à-dire, on va faire du média économique pour se faire connaître, puis on s'en fout de faire des profits. Ils font tellement d'argent avec les institutions financières qu'ils ont il y a Bloomberg Radio, il y a même Bloomberg Television, mais tout ça, ça doit être comme 5% du chiffre d'affaires de la business. Puis ça doit pas être rentable. C'est peut-être pas rentable, c'est peut-être, tu sais, ils sont pas fous là, tu sais, mais c'est une activité qui sert surtout à mousser la marque Bloomberg dans le monde versus générer de l'argent. OK. Ah, mais c'est des bons médias. C'est cool, puis en plus c'est une compagnie qui est capable d'investir dedans parce que ils sont pas obligés d'essayer de rendre ça le plus rentable possible. OK. Ah, c'est pas super. Puis ces temps-ci, au niveau de l'entreprise, c'est quoi qui t'allume le plus? Vous avez eu votre partenariat dernièrement avec Desjardins.
Vous avez fait la levée de fonds, de financement, d'investissement. Là, tu dis, là, vous allez monter les prix. À part ça, y a-tu quelque chose, tu sais, y a-tu quelque chose qui s'en vient? Là, j'ai l'air d'un méchant capitaliste. Non, vraiment pas. On monte les prix. Non, mais métro 2 piastres, c'est pas assez cher, là. 100 piastres par année, c'est rien, là. 100 piastres, on est moins cher que nos concurrents, là. On est beaucoup moins cher. Mais anyway, aussi, on le fait pas juste monter les prix, on lance une feature qu'il faut qu'on annonce publiquement qui est live sur l'app. L'application, on est capable on analyse, en fait, on a des scores de portefeuille qui sont basés sur le rendement ajusté pour le risque. C'est même beau de faire du rendement, mais si t'as pris, tu sais, si t'as acheté, tu mets tout ton argent dans un truc super risqué puis t'as fait de l'argent, faut pas dire que t'es un génie d'investissement. Ça peut vouloir dire que t'étais chanceux, tu sais, potentiellement. Il y a plein de monde qui pense qu'ils sont... Fait que c'est ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment chercher on est capable d'évaluer la qualité du portefeuille, puis on compare les gens au marché aux autres utilisateurs de Hardbacon pour vraiment voir, est-ce que je suis dans la bonne direction. On te compare même à Warren Buffett puis à d'autres. C'est vraiment cool. Fait qu'on travaille toujours sur de nouvelles features, puis je peux t'en parler d'un million de features sur lesquelles on travaille. Ben, pas un million, mais t'as ça qui sorti. On a probablement 3 grosses features. On travaille sur la planification financière automatique. On travaille pour un moyen, en fait, d'entrer nous-mêmes des positions qu'on supporterait pas ou qui est des institutions financières qu'on supporte pas, ou des fois c'est des erreurs de l'institution financière que nous on rapporte, mais là la personne pourrait aller les changer. Ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Puis non, les opportunités sont immenses là, mais ça c'est les gros morceaux qui nous animent. Sinon, moi j'apprends la vente. J'ai lu des livres sur la vente. Puis on s'en parlait tantôt. Les ventes, j'ai toujours trouvé ça comme c'est horrible, c'est le monde qui te harcèle, mais en fait c'est quelque chose de super intéressant. Quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat, plutôt que faire des coding camps là, puis d'apprendre à coder, apprendre à coder est un super pouvoir. L'idée c'est que en lisant une couple de livres puis en passant 40 heures à vous entraîner, vous deviendrez pas bon, puis ça sera vos capacités de coder vous serviront à rien. Autre qu'avoir une idée, c'est utile, faites-le. Mais en tout cas, c'est pas apprendre les ventes, la chose la plus importante pour n'importe quel business. Tout le monde qui a réussi en affaires va te le dire. C'est magique, la vente, parce que tu vends tes services, tu vends l'idée à des partenaires, tu vends l'idée à tes cofondateurs, tu vends l'idée à la banque, tu vends l'idée tout le temps. T'es un vendeur. Puis moi, j'ai longtemps été, tu sais, je l'ai fait, tu sais, je voulais le faire, mais je voyais pas ça comme un processus de vente. Je me disais, tu sais, je parle au monde. Ben oui, je parle au monde. C'est pas parce qu'il y a le mot vente mais tu sais, puis il y a plein de gens qui ont étudié ça puis qui savent comment, tu sais, approcher quelqu'un puis établir une relation d'affaires avec. C'est ça, la vente, là. C'est comme sous-estimé, tu sais, c'est comme, ben oui, il faut faire des ventes. C'est un domaine, puis il y a plein de gens qui ont passé des années à étudier ça, à mesurer ça, à s'améliorer, puis tu peux aller chercher leur connaissance en lisant des livres, puis tu peux l'appliquer dans la vie de tous les jours en essayant de vendre des choses ou vendre des concepts, vendre des idées. Fait que ça me passionne présentement, puis tu sais, je vais prendre des lunchs avec des directeurs de vente d'entreprises qui ont du succès. Je leur demande leurs conseils. Fait que tu sais, en tout cas, ça me passionne présentement, mais dans 6 mois, je vais sûrement avoir un autre dada. T'as-tu lu 10X Rules de Grant Cardone? Non. C'est bon? Je l'ai, en fait, un de mes chums qui me l'a prêté. Je l'ai pas encore commencé. Lui, c'est un bon vendeur. Ouais, c'est ça. Mais je serais curieux de lire. Je mettrai sur ma liste. Je te suis pris, là. Cool. Mais, non, j'ai entendu que du bien, cool. de lui, là. Puis, non, c'est ça, moi, la force, c'est justement, on en parlait après l'entrevue, puisque moi, c'est pas ma force. J'ai justement trop souvent l'impression de gosser le monde avec ça. Mais tu sais, quand tu sais que t'apportes de quoi, que c'est pas du MLM, là, mettons, là. Ça, c'est la pire affaire. Tu sais, tu crois pas dans qu'est-ce que tu vends, tu vendras pas, tu sais, faut que tu trouves que ça sera une bonne idée pour la personne de dire oui. C'est ça, moi, c'est ça que je me suis toujours dit, c'est quand je vais avoir de quoi à vendre, c'est que ça va être quelque chose que je suis fier, que je sais que j'arnaque pas la personne, pas arnaquer, entre guillemets, là. Mais tu sais, que j'apporte vraiment de la valeur à la personne. Fait que, tu sais, là, t'as moins l'impression d'être dérangeant, d'être le fatigant, là. Non, mais en fait, c'est pas les fatigants. Les bons vendeurs sont utiles. Ouais, clairement. Un bon vendeur est pas le gars qui harcèle, là, c'est pas faire 2000 relances, là. C'est de trouver le moyen d'aider la personne. Ouais. Clairement. C'est même pas par rapport à, tu sais, de dire, tu sais, c'est, va rendre des services au monde, tu sais, apporte-leur des fucking cafés, introduis-la facilite leur vie. Là, tu viens de créer quelque chose qui est, hey, ce gars-là,
c'est un humain, puis Ouais. il m'apporte de la valeur. Là, tu cognes à la porte, il va t'écouter. Si t'as quelque chose à vendre de merdique, personne va l'acheter. Ouais. Mais juste être capable de créer de la valeur, ben, ça va te permettre d'avoir la conversation, puis ensuite, si rationnellement, t'es capable de démontrer que t'as donné l'argent pour qu'est-ce que t'as à vendre, va lui coûter moins cher, va créer plus de valeur, puis ça va être payant pour lui, ben, puis si tu le crois dans ton cœur, ben, ça veut dire que tu penses que si t'as le temps avec la personne, puis c'est ça, fait que c'est ça la vente. Ça n'a rien à voir avec fatiguer le monde jusqu'à ce qu'il t'envoie un chèque. Personne va te faire un chèque. Parce que t'es harcèle. Ben, en tout cas, à part si t'es bien bon pour, comment je pourrais dire? En manipulation. Ouais, non, c'est ça, ouais. T'sais, si t'es bien bon pour manipuler le monde il y a puis des gens les convaincre. ça existe, mais en tout cas, tu vas pas loin dans la vie comme ça. Non, c'est ça. Puis après ça, le monde regrette, puis tu taillisses, puis pourquoi tu fais ça? Ouais. Mais comme là, tantôt, justement, on avait parlé que, dans ta péripreuve, que tu t'avais perdu, pas perdu, t'avais des employés qui étaient partis. Là, justement, tu dû nous dire, vous êtes rendu à combien d'employés, comment la compagnie va. Puis, on est rendu à 5 employés, la compagnie va bien, on augmente nos revenus de chaque mois. Comme je te dis, on n'est toujours pas profitable. Ce qui est vraiment une belle position d'être quand t'es profitable. Écoute, ça avance, là, on travaille sur un paquet de choses. OK. Tu veux-tu nous plugger justement un peu où est-ce qu'on peut entendre parler de tes vidéos? Tu me donnes des plugs, je vais ben oui, la place est là pour ça. Les gens peuvent télécharger notre application directement dans le App Store puis Google Play, le télécharger. Puis un 14 jours d'essai gratuit. Si les gens, tu sais, ils ont pas trop compris ce que j'ai dit, ben, téléchargez-le, connectez vos comptes puis regardez si on est capable de créer de la valeur pour vous. Sinon, les gens qui ont pas encore, tu sais, qui nous ont écoutés puis qui ont pas d'argent investi en bourse. Justement, c'est une des forces du partenariat qu'on a développé avec Desjardins, c'est qu'on a une offre qui donne 3 mois d'abonnement à l'application, notre cours en ligne sur l'investissement dont je te parlais tantôt, complètement gratuit, puis 10 transactions gratuites chez Desjardins puis un congé de frais pendant 1 an. Fait que c'est l'idée, c'est qu'il y a comme zéro risque. On donne tout ce que tu as besoin pour te partir. Puis ça, ils peuvent aller s'inscrire pour obtenir ça sur arbacon.ca/Desjardins. Ben ça, c'est un no-brainer pour les gens qui ont envie d'investir puis qui l'ont pas encore fait. Notre autre plug, s'ils veullen écouter Open Wallet, ben on fait des lives. Donc, ce serait liker notre page Facebook. Je pense que c'est facebook.com/arbaconca. Parce qu'il y a un dude dans un État américain perdu qui a pris tous les handles Arbacon. On possède arbacon.com. Mais je vais pas dire son nom. Mais anyway, vous pouvez le trouver. Faites les principaux médias sociaux /Arbacon. Puis ça tombe sur un profil personnel d'un gars. Je l'avais contacté. Il m'a même pas répondu. Ouais. Au moins, j'aurais dit, tu sais, je m'attendais à ce que, ça vaut 1 million, comme, tu sais, quelqu'un, mais essaye quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Comme, soit un enfoiré qui veut rien savoir. Moi, je dirais, tu sais, si tu t'en fous pis tu dis, je vais pas te le vendre, tu dis un montant ridicule. Ça, c'est ma théorie. Mettons, quelqu'un vient, je vais acheter un bacon, c'est comme, c'est pas à vendre. Je vais lui dire, OK, 1 milliard. Personne va l'acheter 1 milliard, là. Mais au moins, tu dis un chiffre. Puis je dirais quelque chose de moins, là. Je dirais 100 millions. Pour prendre une chance si vraiment tu veux me signer un chèque de 100 millions, je vais te vendre la compagnie. Pour vrai, là. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est trop cher. Ça n'a pas vraiment de sens pour vendre 100 millions. Mais non, il aurait jamais répondu. J'ai dit, je suis prêt à l'acheter. Tu sais, j'aurais peut-être payé, à l'époque, on était vraiment au début, j'aurais peut-être payé 100$. Aujourd'hui, s'il écoute ça, le monsieur, peut-être qu'on paierait 300. Mais tu sais, ça vaut pas tant que ça. Les gens tapent Arbacon, ils me trouvent pareil. Définitivement. Non, c'est ça, je paierais pas beaucoup. Mais ce qui est weird, c'est qu'il y a j'ai même pas eu des montants fait qu'il sait pas, tu sais, je trouve ça stupide, tu sais. Tout d'un coup, qu'on était assez stupide pour y payer 10 000$. Tu sais, 100 000$, je sais pas. Moi, j'aurais demandé un chiffre. Lui, il nous a jamais répondu. Fait que mais anyway, faites Arbacon en Facebook, vous allez trouver. Mais Open Wallet, non, j'aime vraiment ce que tu fais. Puis, merci. Tu sais, je trouve ça le fun, comme tu te dis. Moi aussi, je suis un gars curieux dans la vie, là. Puis, moi, il y a des fois, mettons, moi, c'est un peu pas le contraire, là. Mais tu sais, mettons, je vois une grosse maison, je me demande, c'est quoi que la personne fait dans la vie pour pouvoir se payer une maison, genre, à 5 millions, là, genre. Moi, je me demande toujours, tu sais, c'est pas obligé d'être un entrepreneur, des fois, là, tu sais, je veux dire, c'est un médecin ou des affaires de même, là, mais c'est juste de savoir, tu sais, qu'est-ce que le monde font dans la vie pour se payer des affaires aussi intenses que ça. Je suis comme, qu'est-ce que tu en fasses de l'argent, même, pour t'acheter ça, là? Non, moi aussi, c'est super intéressant de voir c'est quoi le parcours. Il y a des gens qui héritent de l'argent aussi. Mais au Québec, on en a moins. Non, beaucoup moins, il y a beaucoup moins de patrimoine. En fait, tu sais, les salaires des Québécois sont bons. Je veux dire, ils sont comparables, un peu moins, mettons, que l'Ontario, mais ils sont quand même, tu
tu sais, on a fait du rattrapage, Ouais. là, mais on a beaucoup moins de patrimoine parce que on est comme, tu sais, nos parents, genre, sont la première génération, nos parents ou nos grands, dépendant de c'est quoi l'âge des gens qui nous écoutent, là. Mais, tu sais, ça fait pas longtemps que les gens ont des si bons salaires que ça, par les francophones, fait qu'il y a beaucoup moins de gens qui héritent de millions de leurs parents. Non, c'est clair. Ou même de maisons, on est un peuple de locataires, tu sais, oui, nos parents peut-être ont des maisons, mais souvent, tu sais, à moins d'habiter en campagne, c'était des locataires, fait qu'il y a beaucoup moins de patrimoine. C'est vrai, hein? J'ai quand même connu beaucoup de monde dans ma vie, justement, qui habitait en appartement, puis j'en ai connu qui habitaient, leurs parents habitaient en maison, puis ben, que les autres qui habitaient en maison, puis ils étaient pas nécessairement plus riches, c'est juste qu'ils géraient mieux leur argent. Tu sais, j'en vois, là, justement, mettons, du monde avec qui j'ai travaillé ou avec qui j'ai déjà travaillé, que je fais, OK, mais je peux pas croire que vous habitez en appart, tu sais, pourtant vous avez un bon salaire et tout, mais c'est juste qu'eux autres qui ont mis leur priorité à d'autres places, là, tu sais, c'est chacun leur priorité dans la vie, là, c'est pas nécessairement ça. Puis à part ça, y a-tu d'autres choses? Écoute, t'as tiré tout le jus. Je t'ai pas mal révélé tout. Je t'ai révélé les affaires qu'on n'a pas annoncées, là. Ouais, c'est vrai. Ben, il va être en ligne lundi probablement. Fait que si tu veux, pression si pour tu veux faire contrôler notre message. Pour être le premier à annoncer. Au pire, ça va me faire des vues de plus. Je vais dire, une grosse annonce de Hard Bacon. Cool. Écouter le podcast pour l'entendre. Faire un peu de genre de pub. Mais ce que j'aime aussi, que tu fais en vidéo, c'est quelque chose que je vais implanter aussi. Là. Cool. Je trouve ça vraiment le fun. Et je trouve que vous avez des beaux bureaux. Merci. Puis ça fait combien de temps vous êtes établi ici? Je sais que ça fait pas longtemps, ça vous avez passé dans les nouvelles. Décembre, OK. Ouais. Puis avant ça, vous étiez où? Vous aviez un bureau à Montréal? On était à Verdun. Ouais. OK. Ouais. Toi, t'es-tu un gars justement de Montréal ou de... Ben là, je viens de déménager. OK. J'ai déménagé à compagnie, puis j'ai déménagé dans l'immeuble que... Si tu vois derrière celui-là. OK. Là, les auditeurs comprennent pas, là. Non, mais moi, juste à côté. Non, mais moi, je sais c'est où, parce que je connais quelqu'un qui habite de ce coin-là. Fait que, c'est nice. Je travaille tout le temps, fait que c'est plus rapide. Tu pourrais quasiment dormir ici, installe-toi un lit dans le coin. Écoute, des fois, je me dis comme, je passe tellement peu de temps dans mon appartement que ce serait quasiment plus logique. C'est fou, hein? Ben écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps, c'était hyper apprécié. Je trouve que c'est vraiment une belle entreprise que t'as. En plus, j'aime le podcast que tu fais. Mais c'est sûr que c'est l'entreprise qui est le plus important, tu sais. Ouais, c'est rapporter de l'argent. C'est une fois aussi, par là. 2 semaines, tu sais. Oui, tu sais, je m'amuse avec ça, mais comme dans réalité, c'est pas tant de temps que ça, là. C'est quelques, tu sais, je te dirais, par 2 semaines, c'est peut-être 3-4 heures, là, parce qu'il y a toute il y a le tournage. Mais après ça, on va aller générer des sous-titres, puis on va les mettre sur les sites de podcast, sur Spotify. Mais c'est pas moi qui fais ça, là. Mais non, mais c'est le fun, puis ça fait du marketing pour se faire connaître. Puis sinon, t'as tes capsules vidéo que t'as commencé à faire dernièrement, que je trouve ça vraiment intéressant. T'as parlé de Lightspeed, t'as parlé comme on parlait de l'amour, du domaine de l'amour. T'as parlé d'une couple d'autres affaires de Slack. Toujours lié à l'investissement boursier. OK. Ouais, dirais ça. Toi, la bourse, l'argent, c'est... Non, mais c'est ça qu'on fait. Si on fait du marketing chez Hard Bacon, ça rapporte à l'argent. Clairement. Ben, écoute, je te remercie beaucoup. Puis, si jamais vous voulez en apprendre plus, allez sur le site de hardbacon.com. .com.ca, on a les deux. Ouais, ça qui s'intéresse à l'avoir, c'est juste l'autre, c'est facebook.com/hardbacon.ca, tu penses? On va vérifier. C'est Hardbacon.ca. Mais, OK. Mais anyway, vous allez dans tous les liens, tu vas dans Facebook, tu fais Hardbacon, tu trouves. Je vais mettre tous les liens sur le site, sur Facebook, tout ça. Ben, merci. Puis, merci à toi, puis merci d'avoir été là. On se retrouve à un prochain épisode. Merci.